Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au mode managérial à l'épreuve de la crise sanitaire. Je me présente, je l'ai déjà fait 2 fois pour ceux qui sont arrivés très tôt, mais je vais le faire une dernière fois. Donc, Paolo Antonio Lopez, j'ai la responsabilité de la filière ressources humaines au sein du pôle formation continue du groupe IGS depuis le 1er juillet, donc c'est tout récent. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de 2 invités que je m'empresserai de vous présenter juste après peut-être un petit pitch de lancement. On a choisi ce sujet pour plusieurs raisons, et notamment parce que cette crise sanitaire impacte aujourd'hui fortement autant au plan personnel que professionnel. Ah, on a un micro qui est ouvert côté participant, pardon. Voilà, merci de couper les micros, sinon on a de l'écho. Sujet sur les modes managériels à l'épreuve de la crise sanitaire, sujet qu'on a choisi de traiter sous l'angle de la crise, comment la crise fait bouger notre manière de travailler, notre manière de collaborer et notre manière de manager. On est très impacté du point de vue personnel et professionnel. On a vécu une période de changement imposée. On a repris le travail avec une forte pression liée à la crise sanitaire, avec des gestes barrières à respecter. Et nos modes de travail sont définitivement changés. Mais changer comment? Changer en profondeur, changer dans le relationnel, changer dans la manière d'animer les équipes, changer dans la manière de considérer le travail, la relation au travail, la mobilité au travail. Et donc, ce sont tous ces sujets qu'on va débattre aujourd'hui. Je vais commencer peut-être par présenter nos 2 invités. Tout d'abord, Romain Zerbib, qui a commis un livre dédié au mode managérial du conformisme à l'innovation aux éditions Management et Société. Romain est enseignant-chercheur à l'ICD, l'école de commerce du groupe IGS. Il est chercheur associé au sein de la chaire ESSEC, Innovation managériale et excellence opérationnelle, rédacteur en chef de la revue Sciences de gestion, directeur de la publication Management et Data Science. Romain, j'espère que je n'ai rien oublié. Évidemment, il va nous parler de son livre et nous éclairer sur ce mode managérial. J'ai le plaisir également d'avoir comme invité Thierry Bichet, qui est responsable du programme marque employeur et recrutement au sein de GRDF, avec des ambitions très importantes, et ça fait du bien d'entendre dans cette période, de 1000 recrutements par an pendant les 4-5 années qui viennent, notamment centrés sur les jeunes et sur les alternants. Thierry, vous avez été également directeur du programme de formation, de développement de la communauté managériale au sein de GRDF. Ça a concerné plus de 2000 personnes pendant la période dont vous êtes occupé. Et vous avez été pendant 10 années manager opérationnel au sein de ce magnifique groupe. Vous nous direz 2 mots tout à l'heure des enjeux stratégiques qui vous occupent chez GRDF. Et sans transition, je vais passer la parole à Romain, parce que ce vocable de mode managérial, on ne le comprend pas forcément. Et donc, Romain, est-ce que tu peux nous resituer ce que c'est qu'une mode managériale et quel est le propos? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup, Paolo, pour cette présentation et très enchanté de faire votre rencontre, Thierry. Je suis très content de puisse se retrouver, se réunir autour de ces questions qui sont passionnantes. Alors d'abord, ce bouquin, on l'a rédigé, c'est un ouvrage collectif qu'on a rédigé avec plusieurs chercheurs, parce qu'on était nombreux, au fond, à avoir assisté à des séminaires, des réunions, où la plupart des managers, des intervenants, revendiquaient le recours au même dispositif de gestion. Bonheur au travail, entreprise libérée, flex office, tandis que, au fond, la configuration actuelle, elle implique plus que jamais le recours à des initiatives qui soient innovantes et créatives pour surmonter les différents enjeux du marché. Et comment expliquer que de nombreux managers adoptent au même moment le même dispositif de gestion alors qu'ils évoluent au sein d'organisations différentes qui sont soumises à des logiques distinctes? C'est au fond d'abord la raison qui nous a amené à rédiger ce bouquin, et c'est aussi précisément la question que pose la théorie des modes managériales. Donc pour répondre rapidement à votre question, Paolo, ou à ta question. D'abord, la théorie des modes managériales, c'est une théorie qui est née au milieu des années 80 sous la plume du docteur Christophe Migler, qui est un Français,
à partir d'un article scientifique qui a été intitulé « La logique de la mode managériale ». Donc ça a eu un impact très fort, il a été suivi ensuite par de nombreux autres auteurs comme Eric Abramson ou encore Alfred Kaiser. Et c'est en fait schématiquement une théorie qui va estimer que le mimétisme, le conformisme et la quête de légitimité constituent des éléments moteurs pour comprendre la diffusion d'une pratique de gestion. Alors fondamentalement, c'est quoi une mode managériale d'après ces théoriciens? D'abord, il faut qu'il y ait une pratique de gestion, donc ça peut être par exemple le bonheur au travail. Ensuite, il faut qu'on assiste à un phénomène d'adoption massive. Le propre des modes managériales, c'est qu'elles constituent un consensus à un instant T, donc elles sont massivement adoptées. J'ose pas dire appropriées, parce qu'après on rentrera dans la nuance, on verra que c'est plus compliqué que ça. Une autre spécificité, c'est que ces pratiques massivement adoptées font relativement rapidement projet massif, tout aussi massif, très emblématique des phénomènes de mode. Et le quatrième élément qui caractérise une mode managériale, c'est que le mobile d'adoption n'est pas exclusivement fondé sur l'efficacité supposée du dispositif. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à établir de relation entre l'efficacité du dispositif et sa diffusion massive. Souvent, il n'y a pas de lien. Donc, en résumé, une mode managériale, c'est quoi? C'est une pratique de gestion qui a connu une popularité rapide, suivie à relativement court terme d'une chute soudaine, et dont la popularité ne peut pas s'expliquer uniquement par sa valeur effective. Donc on voit bien, les théoriciens des modes managériales, ils ne rejettent pas l'explication selon laquelle la diffusion d'une pratique serait liée à son degré d'efficacité. Ils suggèrent tout simplement que d'autres explications en fait, doivent être prises en compte pour expliquer ces phénomènes. Est-ce que j'ai encore 2 minutes pour évoquer certains, alors, certaines explications qui peuvent générer ou susciter quelques polémiques, mais que je trouve intéressantes. D'abord, il y a les théoriciens des modes managériales. Ils ont élaboré toute une série de travaux en fait, qui expliquent les mécanismes en œuvre à l'échelle du marché pour expliquer ces phénomènes. Mais ils ont aussi travaillé sur les ressorts intra-organisationnels. Et il y a au moins 4 mobiles mis en avant par la littérature qui permettent d'expliquer comment, au fond, une pratique de gestion non efficace finit par être massivement appropriée au risque que cela produise des effets négatifs pour l'entreprise. Et en fait, on a 2 chercheurs, c'est Baristo et Lisa Epstein, qui ont permis de démontrer que les managers ne sont pas du tout des fashion victimes, mais au contraire des stratèges qui vont instrumentaliser ces phénomènes pour servir leurs intérêts propres. Alors, je vais très vite, mais il y a au moins 4 bonnes raisons. La première, ce sont des travaux d'Eric Abramson, et on pourra approfondir tout à l'heure si vous le voulez, qui démontrent que quand on adopte une pratique nouvelle au sein d'une organisation, avec tout le champ lexical qui va avec, ça a une incidence positive sur l'ascension en interne et sur le salaire. Et à l'inverse, les études ont démontré que quand on néglige la sémantique de la modernité au niveau managérial, c'est assimilé comme un manque de compétences et ça vient souvent freiner l'ascension en interne. Donc ça, c'est une des premières raisons qui conduit les managers à adopter des pratiques innovantes sans même qu'elles soient pour autant très efficaces. La deuxième raison, elle a été mise en avant par Stowe et Epstein, révèle que les actionnaires ils se montrent plus enclins à pérenniser leurs investissements quand les managers donnent le sentiment de recourir à des pratiques à la mode. Donc, ce qui est donc vrai pour les managers, on voit que c'est vrai aussi pour les entreprises, qu'elles sont évaluées de façon plus positive et plus clémente par leur environnement. On apprend aussi, grâce aux travaux de John Gill et Sue Whittle, qu'une mode managériale, elle va favoriser l'engagement des collaborateurs autour d'une vision commune et que c'est beaucoup plus facile pour un manager de faire adhérer le top management à une ligne directrice validée par des experts qu'à travers une vision personnelle qui constitue quand même un risque significatif pour ce manager. Et puis la dernière raison qui a été mise en avant par Andrew Usinski, c'est que la mode managériale, elle va agir en qualité d'assurance. C'est-à-dire que si cette mode n'a pas fonctionné, on pourra toujours incomber cette responsabilité à tous les acteurs, experts qui l'ont promu, tandis que se gameler quand il s'agit d'une vision personnelle, c'est beaucoup plus dangereux pour sa carrière.
Bon, ça, c'est 4 grands critères qu'on pourrait évoquer ensemble. Et puis, bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Notez seulement qu'une mode managériale, elle est évaluée par les théoriciens, elle est identifiée par les théoriciens dès qu'ils constatent l'émergence de mots-clés. Donc, par exemple, ils vont aller sur des banques de données, ils vont mettre les mots-clés bonheur au travail, et quand ils vont voir que ce mot-clé-là est utilisé dans la presse, dans les articles scientifiques, dans les recensions de réunions, ils vont estimer qu'il y a un phénomène de mode. On verra que c'est aussi une méthodologie qui a ses limites, puisque beaucoup d'entreprises instrumentalisent les phénomènes, tandis qu'elles ne les adoptent pas vraiment. Et puis, il y en a qui adoptent le bonheur au travail, mais une fois que c'est rentré en organisation, ça sédimente, ça métabolise, ça devient personnel et créatif. Donc, ce n'est pas non plus forcément du créatif. Voilà, enfin, on le voit, c'est un sujet passionnant et qui pourrait susciter de nombreuses discussions. Mais en gros, c'est ça, une mode managériale. Merci beaucoup, Romain. J'ai immédiatement une question qui me vient à la bouche, mais juste avant, j'ai oublié de préciser pour nos participants une modalité. Donc, bien évidemment, on vous invite à nous poser des questions via le système de chat de l'outil. On fera des regroupements de thématiques et on va sacraliser un bon quart d'heure, 20 minutes à la fin, je l'espère, pour échanger également avec vous et débattre de ce sujet. Romain, donc ça c'était dans une normalité d'avant, dans un contexte de crise avec un changement imposé à tous, un changement sans précédent qui s'est imposé à une bonne partie de la planète, tant dans nos vies personnelles que professionnelles. Qu'est-ce qui, selon toi, a changé par rapport à cet effet de mode dans la période justement de confinement, voire de post-confinement? Alors, selon moi, oui, bien sûr. Alors, selon moi, l'élément le plus crucial, c'est un vrai retour aux fondamentaux avec une forme de simplification nouvelle qui s'est imposée. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un acteur, un périmètre, des tâches, des procédures. C'est-à-dire qu'au fond, le distanciel est contraint de clarifier. Et on voit la difficulté de traduction pour des organisations type matricielle, par exemple, dont beaucoup des modalités de fonctionnement reposent sur l'ambiguïté, qui a aussi son lot d'avantages, hein, parce que dans l'ambiguïté, ça peut générer de la créativité et toute l'externalité positive. Cependant, on s'est rendu compte qu'avec le distanciel, il a impérativement fallu clarifier. C'est-à-dire que quand je fais une réunion pour évoquer un sujet, il faut que je sache avec qui je me connecte, quel est son périmètre, quelles sont les responsabilités. Donc, je pense qu'à ce titre-là, ça a vivement modifié le management, à mon sens, positivement. D'abord, puisqu'il a fallu clarifier. Ensuite, parce que ça a impliqué un questionnement profond sur la raison d'être des entreprises et leur périmètre intrinsèque. Nous, par exemple, dans l'industrie de l'éducation du supérieur, on s'est rendu compte que notre métier n'était pas exclusivement de transmettre des connaissances, mais qu'une grande part, au fond, de ce qu'on délivrait, c'était aussi de l'expérience étudiante. Et c'est vraiment, alors ça peut apparaître banal, hein, mais c'est vraiment au moment où on s'est mis à transmettre nos cours à distance qu'on s'est rendu compte qu'on rendait qu'imparfaitement notre service et qu'en fait, un des grands secteurs qui nous ressemblait le plus, ça pouvait être paradoxalement l'entertainment, auprès desquels on pouvait avoir à s'inspirer. Comment est-ce qu'à distance, on transmet de l'engagement, de l'attention, de l'expérience ? Donc, ça pose des vraies questions stratégiques. Et je pense qu'à ce titre-là, le distanciel a quelque part été un retour aux sources, aux fondamentaux. Après, ça pose toute une série de questions, puisque je crois qu'il y a de très nombreux acteurs qui sont nécessaires dans les organisations en présentiel, qui ont des fonctions exclusivement politiques. On parle des moments machine à café, tous les traducteurs. Est-ce que ces gens-là ont été mobilisés, sollicités pendant cette phase de distanciel? Est-ce que la masse salariale que l'on a sollicitée était vraiment la même? Ou est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, sur le pont, il n'y en avait que quelques-uns, qu'on fonctionnait sur un attelage plus rétréci? Le cas échéant, ça pose aussi la question de l'inclusion d'une équipe complète dans cette traduction en fait, du présentiel vers le distanciel. Merci beaucoup Romain. Je vais passer la parole à Thierry et on va passer un peu au travers du même sujet. Hein. C'est qu'est-ce qu'a impliqué cette crise sur les pratiques managériales au sein de GRDF. Mais
Juste avant, donc Thierry, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands enjeux de GRDF aujourd'hui et donc ensuite de basculer sur la question qu'est-ce que ça a impliqué cette période de confinement pour vous? Merci, Paolo, et merci encore pour cette invitation. Et déjà, effectivement, merci aussi à Romain pour ces éléments. Donc GRDF, c'est effectivement le distributeur de gaz naturel en France, filiale d'Engie. On a la chance d'avoir le plus grand réseau en Europe avec plus de 200 000 km de réseau. On a 11 millions de clients, un peu plus de 11 000 collaborateurs. Et l'enjeu de GRDF, c'est effectivement demain de passer du gaz naturel entre guillemets fossile vers du gaz un peu plus vert, avec voilà, des ambitions assez fortes, puisqu'on vise 100% de gaz vert à l'horizon 2050, avec un palier dans 4-5 ans à 25-30%. Gaz vert, c'est quoi? C'est effectivement de décomposer les matières organiques en vue d'en produire du biométhane, du gaz naturel vert en fait, et de l'injecter dans le réseau. Donc c'est ce qui existe déjà aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de poses d'injection, et donc GRDF souhaite monter en puissance sur ces registres. Et tout ça, ça s'accompagne effectivement par une transformation en profondeur, et le manager est bien sûr le vecteur de cette transformation-là pour mettre en mouvement toute l'entreprise vers ces enjeux. Donc, fort de ce constat, effectivement, on a vécu cette crise à GRDF un peu comme tout le monde, je dirais avec un petit avantage déjà pour parler des sujets qui sont mis en avant, c'est le fait que les enjeux de sécurité industrielle nous obligent à être expérimentés, à se former, et malheureusement parfois être confrontés au mode de crise pour différentes raisons. Donc finalement, on a eu très très vite ce mode de fonctionnement-là qui s'est mis en place. Ce mode de fonctionnement-là, pour le manager, il a aujourd'hui à GRDF un repère vis-à-vis d'une démarche de responsabilisation au sein de GRDF. On a voulu, et là, ça fait déjà écho au sujet d'aujourd'hui, de ces modes de managérial, de le décliner avec des éléments un peu plus tangibles, pour que le manager puisse comprendre ce que voulait dire GRDF va dans une démarche de responsabilisation. On l'a traduit avec des repères en fait, de type savoir donner du sens, savoir animer une équipe, agir et faire les lignes, et puis aussi finalement développer cette performance. Donc voilà, c'est sur ces registres-là qu'on a tenté de donner un peu plus de matière aux managers qui se perdaient un petit peu dans ce qu'on voulait mettre derrière le mot responsabilisation, qui a été amorcé finalement au sein de l'entreprise par des initiatives locales. C'est un petit peu plus tard que finalement le haut niveau de l'entreprise a choisi cette dynamique-là managériale, mais c'est plutôt à l'issue d'initiatives, peut-être liées à des modes qui se sont inscrits dans différents collectifs. Mais voilà, mais toujours est-il que la crise a été vécue vraiment en mode gestion de crise, comme on a l'habitude parfois de l'adresser à GRDF, avec voilà, ce mode de projet très réactif, circuit court de décision. Donc c'est ça déjà qui est apparu au sein des collectifs. L'autre aspect auquel a dû faire face le manager, c'est qu'il a dû faire confiance à des personnes qui habituellement il avait sous la main pour manager une équipe, qu'elle soit exploitation réseau ou parfois plutôt dans les parties accueil des appels et réclamations clientèle. Donc là, il a dû faire face à cette nouveauté d'avoir des équipes encore plus à distance que ce qu'il peut avoir au quotidien, même si effectivement on a gardé bien sûr la partie sécurisation des réseaux, raccordement des clients, toujours en présentiel, parce qu'on ne sait pas faire autrement aujourd'hui. On ne sait pas raccorder à distance un client, on ne sait pas exploiter à distance forcément tous les ouvrages. Donc forcément, il y avait des équipes sur le terrain et sur le présentiel. Thierry, j'ai une question là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de télétravail, de bascule massive jusqu'à 50% des effectifs et dans le monde du tertiaire, donc dit des cols blancs. Mais on l'a vu, des personnes en première ligne, donc les infirmières dans les hôpitaux, les médecins, toute la chaîne alimentaire qui a dû se maintenir pendant le confinement. Et donc,
Chez GRDF, entre le mode projet et puis l'animation à distance et les équipes sur le terrain qui ont fait leur job, aller raccorder des tuyaux, gérer la sécurité de la distribution, etc. Comment ça s'est passé d'un point de vue managérial, justement, de l'animation de ces personnes, l'interaction entre ces deux mondes? Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, il y a eu très très vite en fait la mise en place de modes de fonctionnement dégradés hein, pour justement avec les équipes qui étaient en présentiel. Donc, je dirais le minimum vital. Hein, et ça rejoint un peu moi ce que j'ai appris de cette crise, hein, c'est que finalement, en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'entreprise, on est revenu sur des fondamentaux. Hein, et Romain le disait aussi tout à l'heure, c'est vraiment les fondamentaux qui ont repris en fait la main en fait très très rapidement avec premièrement la sécurité des personnes, qu'ils soient salariés ou clients, et c'était ce driver qui nous a déjà mis en avant et qu'effectivement la mise à distance des collaborateurs dont l'activité pouvait être a été rapidement réalisée, je dirais en 15 jours, avec aussi ce mode projet très court, notamment dans un métier qui est parfois critique au sein de l'entreprise et peut-être dans d'autres entreprises comme les systèmes d'information, qui se sont mis vraiment en mode je dirais, résolution de problèmes actifs pour justement répondre aux besoins de l'entreprise. Et là, en fait, on voit qu'il y a eu un engagement, une solidarité vraiment développée parce qu'effectivement, le sens donné au travail à ce moment-là n'était plus finalement, je dois réaliser un raccordement client, mais j'ai un rôle citoyen en fait presque qui arrivait en plus de celui de salarié d'une entreprise au sein de l'énergie. Donc le fameux sens, là, il était concret. Alors, le sens qu'on veut donner aux choses et qui est le stimulant principal des équipes, là, pour le coup, il était hyper concret et donc il y avait un très fort engagement. C'est ce que vous voulez dire. Oui, complètement. Et c'est ce qu'on retrouve et qui questionne beaucoup les managers parfois dans ces situations de crise. Qu'est-ce qui fait que en gestion de crise, l'engagement est exacerbé et qu'en mode un peu plus run classique, parfois l'engagement il n'est pas du même niveau en fait. Et mon explication, c'est effectivement ce sens qui dépasse, je dirais presque le domaine d'entreprise. Dans nos entreprises d'énergie, on parle du sens du service public. Hein, on est sur ce registre-là de mon point de vue, notamment quand on voit effectivement d'autres métiers comme les infirmières, etc., sont aussi dans le même mouvement et dans la même disponibilité nécessaire pour que le pays survive, se relance, en tout cas pendant ce temps-là. Je me permets de rebondir sur ce qui vient d'être dit, Thierry, puis peut-être de passer la main à Romain. On retrouve dans le référentiel des modes managériales cette injonction à la responsabilisation, rendre autonome, permettre le droit à l'erreur. Ce qu'on a vu dans la période de confinement, c'est qu'on a dû faire confiance aux personnes, aux individus. On a dû leur faire confiance. Et globalement, la plupart des activités ont continué à fonctionner avec un très fort engagement des équipes. Le deuxième sujet, c'est peut-être un rôle particulier qu'ont joué certains collaborateurs en première ligne et qui ont presque fait des actes héroïques pour maintenir les activités et qu'on trouvait sur les routes, qu'on trouvait au coin de la rue dans un magasin à nous servir alors que nous, on était à la maison confinés. Qu'est-ce que ça t'inspire, Romain, par rapport à ces effets de mode, donc cette injonction à la bienveillance, à la responsabilisation, qui là ont trouvé une place finalement dans l'exercice au quotidien? Oui, absolument. Tu m'entends bien, Paolo? On t'entend. Tu es frozen, ton image est gelée, Voilà, bon, ouais, mais on t'entend. On t'entend. Bon, d'abord, je déteste l'usage de la terminologie, mais c'est personnel, hein, bienveillance en entreprise, puisque moi, j'ai constaté personnellement que chaque fois qu'elle était évoquée, ça caractérisait souvent l'inverse. Donc, je me méfie beaucoup de ces terminologies-là. Et puis aussi, je suis dubitatif par rapport à… Souvent, la bienveillance, dans le cadre des modes managériales, elle est accompagnée d'organisations plutôt horizontales. Et je trouve que souvent, la verticalité bien ordonnée est aussi une modalité pour sécuriser les collaborateurs. C'est-à-dire que quand on a des périmètres clairs, quand on a des tâches explicites, quand on a des procédures carrées, quand on connaît les niveaux
et de responsabilité, c'est-à-dire quand chacun sait précisément de quoi il est responsable et de quoi il n'est pas responsable, je trouve que paradoxalement, c'est plus enclin à sécuriser, à asseoir une tranquillité, à aussi être susceptible de sécréter plus d'initiatives, puisqu'on sait que les organisations plus ambiguës, alors on parle en termes très génériques, parce que selon les environnements, les profils, chacun se retrouvera plus ou moins dans des modalités organisationnelles qui lui conviennent. Mais de manière générale, les organisations dites bienveillantes, très horizontales, avec énormément d'initiatives, produisent ce que les économistes appellent des coûts de transaction, c'est-à-dire que quand les frontières ne sont pas clean et explicites, au fond, elles reposent d'abord sur de la négociation entre acteurs et aussi sur des rapports de force. Donc des fois, d'abord, il y a un coût qui est dédié à ce genre de résolution de problèmes qui n'est pas utilisé pour les tâches fondamentalement stratégiques de l'entreprise. Et on se rend compte que ça peut aussi être une souffrance, puisque ces zones grises-là constituent des endroits d'intranquillité avec des espèces de modalités confuses sur qui est responsable de quoi. Et pour beaucoup, c'est souvent ça qui sécrète une souffrance au travail. Donc d'abord, moi, c'est ma première réaction par rapport aux modalités dites de bienveillance qui reposeraient exclusivement sur l'horizontalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut… de toute façon, tout ça est évidemment très nuancé. Il faut voir par rapport au secteur et il faut voir comment tout ça se concrétise dans l'organisation. L'autre aspect sur la confiance, c'est vrai, après, il y en a qui verront dans le distanciel également des modalités de surveillance accrue. Et il y en a qui apprécient le distanciel et qui le voient comme de l'autonomie, et d'autres qui voient des dispositifs de surveillance exacerbés. Donc ça aussi, ça dépend comment l'organisation mobilise ce dispositif, et ça dépend vraiment par rapport à la culture de la direction. Est-ce qu'elle est vraiment sereine, elle, par rapport à ça ? Beaucoup de directions étaient parfois inquiètes du distanciel, comme si ça pouvait être l'opportunité pour les uns et les autres de moins travailler, mais c'est oublier que dans l'organisation, on peut être présent et ne rien faire du tout en étant sur Facebook. Donc, ce n'est pas le monopole du distanciel que de vaquer à d'autres occupations que des tâches de l'entreprise. Et puis, le dernier élément, t'évoquais les gens sur le pont. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Pendant cette période-là, j'ai vu que plus que jamais, certains dispositifs reposaient sur quelques individus, vraiment, qui avaient des amplitudes horaires qui ont explosé. Je pense qu'on a tous fait l'expérience d'emails qui nous ont été adressés par des administratifs à des heures très tardives. Et ça, je pense qu'il faut quand même l'inclure au bilan aussi et voir comment on peut corriger ça. Donc, c'est une phase d'immaturité, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que, y compris en situation de crise et à distance, il faut protéger certains collaborateurs d'une incursion brutale du travail dans leur maison, puisqu'on sait que souvent, quand le travail rentre à la maison, ça dépend des tempéraments, mais souvent, c'est le travail qui gagne. Et ça reste quand même des chantiers à bien raffiner, de voir comment est-ce qu'on cloisonne les frontières. Vraiment, ouais, pour sécuriser, ça me paraît crucial. Alors, en même temps, on était en situation de crise, et pour beaucoup d'entreprises, ça a été salutaire. Beaucoup se sont dit que ça les a vraiment amenés, ouais, comme l'évoquait Thierry, enfin, en tout cas, c'est ce que j'interprète de ce qu'a dit Thierry, c'est d'identifier vraiment les éléments les plus importants, les plus cruciaux, les plus vitaux de l'entreprise. Et à partir de ça, on va construire des modalités organisationnelles et stratégiques qui vont avoir des incidences, y compris quand nous allons nous retrouver en présentiel de façon constante. Cet aller-retour-là, il a été extrêmement enrichissant. Mais peut-être qu'il y a un biais parce qu'on occupe des fonctions plus ou moins stratégiques. Mais il serait très intéressant de savoir à d'autres endroits de l'organigramme comment tout ça a été perçu aussi. Il y a peut-être des endroits de l'organisation pour qui cette gestion-là a été extrêmement brutale et où il y a eu une perte d'acquis, entre guillemets, au niveau de certains fondamentaux comme les frontières, l'heure du travail et plus l'heure du travail, etc. Puisque, comme l'a dit Thierry, au fond, quand tu évoquais, Thierry, la différence d'engagement, pour moi, elle est liée au degré de l'enjeu. Il y avait un enjeu. Et c'est vrai que cet enjeu-là, il peut pas être constant et permanent parce que sinon, certains vont s'épuiser. Et il faut qu'on retrouve une routine qui nous permette d'avoir une modalité de fonctionnement qui soit pérenne. Parce que si on regarde bien, là, il y a des modalités qui sont très énergivores, quoi, encore. Donc tout ça demande à être… Oui,
Et c'est vrai que l'engagement, je pense que par rapport au manager, c'est l'exemplarité qui a pu déclencher pour certains collaborateurs l'engagement. J'ai des exemples en tête où c'est les managers qui sont allés porter avec leur véhicule perso chez les salariés l'ordinateur pour que la personne qui habituellement est dans un plateau d'accueil téléphonique va pouvoir travailler depuis chez elle parce que habituellement c'est un travail qui était fait sur un plateau parce que tout le système d'information est câblé de cette façon-là. Et donc ça a raccourci aussi les relations en fait et d'ouverture en fait que ça a généré. Et je voudrais juste rajouter un point sur la différence aussi qu'on fait de plus en plus, et on est en train de revisiter notre accord temps de travail à GRDF, de la période qu'on a passée où finalement le travail à distance était imposé, entre guillemets, de par la crise, et ne pas oublier que le travail à distance, c'est quand même au départ une démarche volontaire d'un collaborateur qui pense qu'il peut équilibrer son temps de travail entre la maison et l'entreprise versus la crise où là, il n'y avait pas le choix, c'était plutôt sollicité par l'entreprise. Voilà, donc ces deux modes de fonctionnement-là sont bien comparés parce qu'ils ne partent pas de la même attention au départ. Et dernier élément que je voulais ajouter qui rejoint ce qu'on évoquait par rapport au retour aux fondamentaux, c'est terrible à dire, on s'est rendu compte qui aussi servait à quelque chose ou qui avait un vrai travail. Au fond, on peut dire que tout ce qui était difficilement convertible en distanciel posait parfois la question de la réalité de la tâche et de l'utilité organisationnelle. Et je pense que ça a été un choc assez vif et brutal qui serait très intéressant de réétudier d'un point de vue académique, c'est toutes ces fonctions qui ont été remises en cause, qui ont une utilité dans le réel, on l'évoquait, des fonctions de traduction et politique, mais qui au moment du distanciel ont subi un choc de remise en question et brutal quand même. Et quid de leur retour quand on sera en post-confinement. Absolument. J'essaie de vous ramener sur une forme de synthèse. On a dit que cette session, ce webinaire, il avait pour ambition de prendre du recul sur ce qu'on vit et on n'a pas fini de prendre du recul compte tenu du contexte de crise qui nous touche tous. Moi, je voulais revenir sur… on sait que quand on travaille à distance, c'est compliqué de garder le lien sans le lieu. C'est-à-dire qu'on est avec, mais on n'est pas parmi les gens. Et ce que j'ai entendu dans tous les témoignages en préparation de ce webinaire, c'est qu'il y avait une solidarité, mais il y avait une attention particulière sur les individus, sur les collaborateurs, sur leur situation personnelle. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau, mais je pourrais très bien être chez moi et avoir mon chien, un voisin qui passe, un enfant qui crie. Et on s'est tous habitués à ces situations et à l'intégrer. Et donc, je trouve que ça a développé une acuité, une sensibilité particulière chez les managers pour prendre en considération ces situations-là en permanence. Et Thierry, vous en donniez un exemple tout à l'heure. Ça, c'est la première réflexion que ça m'amène à partager avec vous. Et donc, je sais que la bienveillance, la tarte à la crème de la bienveillance, Romain, tu es très alerte par rapport à ce sujet et distancié. Néanmoins, on a bien vu que la nécessité des situations a fait bouger les gens dans le bon sens du terme, c'est-à-dire voilà, être attentif et bienveillant vis-à-vis de ces équipes pour que ça fonctionne. L'autre sujet qui m'apparaît, c'est la complexité, c'est-à-dire qu'on est dans un grand moment de complexité où on est après. On est dans le moment d'après, on a mis quelques semaines à réapprendre à marcher et puis on est dans le rééquilibrage entre présentiel et distanciel. Toutes les entreprises aujourd'hui discutent du télétravail, du travail flexible, du travail mobile. Donc ça veut dire manager des équipes qui vont être plus flexibles et plus mobiles. Pour certains secteurs, c'était le cas depuis très longtemps et pour d'autres, ça devient massif. On parle d'amener un monde du télétravail qui était à 7% vers 25-30%. Donc, ça change la donne. Ce qui change, c'est la masse des collaborateurs qui vont travailler de manière mobile dans des tiers-lieux, chez eux, au travail, et qui vont se coordonner dans l'action de manière vraiment très mobile. Roland Barthes, le philosophe, en parlait déjà dans les années 80. On est une société mobile, là, on est dans l'hypermobilité. Du coup, je m'adresse à vous deux et je vais vous demander d'être concis parce qu'on va garder du temps après avec nos participants. Dans cette phase de reprise, donc post-confinement, et on en est bien loin, et d'expérimentation, parce qu'on est dans l'expérimentation, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec nous comme piste de réflexion, retour d'expérience avec nos participants sur ce fameux monde d'après? Encore un mot qu'on
qu'on va pouvoir scruter en matière de recherche le monde d'après. Toi qui veux commencer, Thierry, Romain. Je veux bien donner quelques exemples concrets en fait au sein de GRDF que j'ai pu constater avec un axe qui est tourné autour de contribuer, et encore une fois c'est vraiment lié à donner et construire le sens, c'est de contribuer le plus collectivement possible à la relance de l'entreprise et aussi de la nation, avec par exemple des évolutions ou de reprendre contact avec les partenaires externes avec qui on travaille pour que les activités qui ont été mises un peu en attente entre mars et juin repartent et voire soient amplifiées pour ne pas pénaliser d'une part bien sûr notre activité mais aussi leur activité parce que ce sont des partenariats qui sont longs à construire et qui sont sur la durée et qu'ils peuvent être fragilisés de par la crise. Donc, c'est un moment là aussi de solidarité qui a mis les managers et de manière générale les collaborateurs en mouvement pour contribuer à cette relance qui est maintenant effective en fait dans les faits. Et notamment, je vais prendre un exemple où dans la région nord de la France, on est en train de convertir un type de gaz vers un autre et de pouvoir aussi satisfaire les clients qui vont être dans cette dynamique-là et de mettre les énergies supplémentaires qu'on avait prévues pour ne pas pénaliser, bon, d'une part les clients, mais aussi le tissu économique qui va autour. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, vraiment assez concret. Et puis le deuxième point, alors là, c'est plus un challenge de mon point de vue pour le manager, c'est encore une fois donner le sens, mais là, donner le sens de pourquoi je reviendrai au travail en physique, alors que j'ai pu montrer que depuis chez moi, parfois 100% du temps à distance, eh bien, le niveau de performance était identique. Le manager, il va devoir maintenant redonner du sens à pourquoi j'ai besoin de te voir, pourquoi tu as besoin d'être au sein du collectif. Je pense que là, il y a matière à pas mal d'accompagnement parce qu'on a vu que ça pouvait fonctionner autrement et que pour le collaborateur, il ne prend pas sa voiture pour aller au travail. Et donc, quand on est une entreprise tournée vers la transition énergétique, de dire, eh bien, je peux faire des économies et aussi conserver un peu la planète la plus propre possible en ne prenant pas mon véhicule le matin parce que je peux travailler à distance, eh bien, ça présente un petit paradoxe qui est devant le manager aujourd'hui ou devant les managers ou d'une manière générale de la stratégie d'entreprise en fait. Thierry, et vos partenaires sociaux, ils en pensent quoi chez GRDF? Et du coup, là, il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de relations. Oui, alors, il y a eu effectivement beaucoup de dialogues, beaucoup autour de la santé et sécurité, bien sûr, avec les partenaires sociaux. Là, aujourd'hui, on est en train de effectivement apprendre de ce qu'on a vécu et de rediscuter avec eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux ont envie d'ouvrir en fait ce registre, bien sûr, d'éligibilité de métiers qui n'étaient pas éligibles au télétravail, parce qu'on a montré que ça fonctionnait. Donc, c'est là-dessus aujourd'hui que reposent essentiellement les discussions, en fait. Merci beaucoup. Romain, c'est pas encore le mot de la fin, mais pour rebondir sur quelques réflexions. Bien sûr. Et pour rebondir sur ce que disait Thierry, déjà, je me dis que ça va peut-être même modifier l'ergonomie des sièges sociaux, la nouvelle utilisation qu'on a du collectif, tout ça, c'est à réinventer, c'est très intéressant. Bon, rapidement, d'abord, pour moi, cette crise, c'est la confirmation de ce qu'on lisait depuis longtemps. On est dans un environnement complexe, ambigu, incertain. La crise du Covid est une des manifestations, mais il y en aura peut-être d'autres. Et ça témoigne de l'urgence, la nécessité qu'une organisation aujourd'hui a de pouvoir s'adapter, y compris rapidement et brutalement, à des situations qu'elle n'avait pas du tout imaginées au préalable. Donc peut-être qu'on amorce une période où on va devenir habitué à réagir rapidement dans l'excellence à des situations assez folles. L'autre aspect, à mon avis, vraiment stratégique, c'est qu'il y a toute une série d'activités qui, en raison de la pérennité de ces modifications-là, vont être durablement affectées. Moi, je prends le cas, et il y en a d'autres, de l'enseignement supérieur. Le fait qu'il y ait une forme d'habituation du distanciel ouvre la voie à des disrupteurs en tout genre, et ça n'a jamais été une période aussi idéale pour LinkedIn, Google ou consorts d'arriver sur le secteur, puisque notre dernière barrière à l'entrée, au-delà du diplôme, était quand même la socialisation dans un lieu. Si ça disparaît, ça ouvre la voie à de nouveaux opérateurs qui vont venir nous challenger de manière extrêmement sévère.
Je pense au secteur du cinéma aussi, qui peut-être dans l'intervalle ont subi des modifications du comportement et pourraient être doublés par d'autres acteurs. Ça, c'est aussi des questions stratégiques. C'est est-ce que cette période-là qui modifie les comportements de consommation ouvre la voie à de profondes disruptions de nos marchés? Puis enfin, pour reboucler sur la question des modes managériales, est-ce que la crise du Covid est un carburant? Est-ce qu'il va générer tout un ensemble de recettes magiques qui vont nous aider à affronter ces phénomènes? Ou est-ce qu'au contraire, les modes managériales vont être entravés par ce grand retour du réel, du concret managérial qui fait qu'on n'a plus envie de lire des recettes magiques émanant de gourous du management, mais on veut des choses profondément concrètes. Voilà. Et là, vous avez la confirmation que maintenant, en distanciel, on entend les bébés qui pleurent et tout. C'est du sérieux. C'est très juste. On avait des doutes, mais on a la preuve. Merci beaucoup, Romain. Je souligne au passage que Romain est un jeune papa à nouveau depuis quelques semaines et qu'il a maintenu ce webinaire. Donc, merci beaucoup, parce qu'on sait que c'est un engagement très, très fort. Alors, on va regarder du côté des questions maintenant. Il nous reste un petit quart d'heure. Du coup, je vais mettre mes lunettes puisqu'on est en direct et que là, je bascule sur un tableau Excel gentiment partagé par notre expert du digital Athéna, qui est à mes côtés, que vous ne voyez pas, mais elle est discrète. Alors, un premier thème qui ressort, les modes de fonctionnement dits dégradés, mis à plat pendant le confinement, ne serait-il pas finalement le mode de management à avoir idéalement? Donc, je répète, le mode de management dégradé. Donc, on va à l'essentiel, pas toujours complètement pur, mais dans des situations complexes et d'urgence, est-ce que ça ne devient pas le mode de management courant ou idéal? Question à nos invités. Thierry, je peux donner un exemple. Oui, je peux commencer en donnant un exemple dans mes fonctions actuelles en tant que animateur en fait d'un réseau de recruteurs opérationnels. La campagne d'alternance début d'année est tombée en plein dans la période de confinement. GRDF a des grands enjeux d'alternance puisque c'est un vivier important pour nos cœurs de métier en fait. Et il faut constater qu'on a dû faire autrement, de recruter autrement, notamment beaucoup plus loin dans le process à distance. Et que oui, ce mot dégradé-là, en fait, on s'en inspire et avec voilà, une évolution de notre process de recrutement quand les métiers le permettent, pour justement ne pas avoir forcément à chaque fois l'habitude de dire, ben, en fait, parce que recrutement, je suis obligé de voir la personne, et puis je vois cinq personnes différentes qui voient la personne. Voilà, donc tout ça, ça nous a appris et on réinjecte ces enseignements-là dans nos façons de faire. Je pense que pour aller plus loin, c'est un peu la remarque que disait Romain tout à l'heure en disant, ben, on s'est aperçu que parfois, au risque de ne pas exister, hein, des activités qui auraient pu ne pas exister pendant la période de confinement et que la planète n'aurait pour autant pas arrêté, ne serait pas arrêtée de tourner. Et ça re-questionne les fondamentaux, encore une fois, et c'est là où l'engagement peut être, enfin je fais le lien personnellement avec l'engagement en disant même si j'ai une activité qui n'est pas en première ligne parce qu'elle est vitale pour l'entreprise, eh bien je surenchéris ma présence pour montrer que j'existe dans mon périmètre d'activité et donc ce qui fait qu'on voit un engagement démultiplié, même si peut-être pour le reste de la planète de l'entreprise, je suis sur une activité moins prioritaire dans cette crise en fait qui est devant nous. Donc, je pense qu'on a encore du travail de capitalisation, de simplification de notre fonctionnement à travers voilà, ce qu'on a pu observer. Est-ce qu'on ne préférerait pas, Thierry, l'appellation alors encore un mot très, très connoté, hein, mais un management plus agile finalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la doctrine, mais on va s'adapter à des situations qui sont diverses et donc on fait preuve d'agilité par rapport aux impératifs. Donc voilà, on relibère l'énergie et le bon sens finalement. Oui, c'est clair. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on reprend un terme du mode managérial et c'est là où c'est difficile. À GRDF, on essaye justement, parce que l'agilité a été très connotée, bien sûr, système d'information, hein, dans les pratiques des métiers de l'IT. Et c'est, de mon point de vue, de comment le traduire dans des gestes, dans des postures, pas forcément en utilisant le terme, pour qu'effectivement, ça soit plus naturel et que justement, quand on retourne sur des fondamentaux, eh bien, on retrouve ces fondamentaux-là sans forcément les citer.
Je vais redonner un autre exemple et je laisserai Romain compléter. Depuis le début mars 2020, je n'ai jamais entendu autant le mot résilience. Donc, on voit bien que, et que ça soit à travers des partenaires, etc., eh bien, voilà, on voit bien qu'on est contextualisé en fait par des mots génériques. Attention, plutôt essayer de les vivre par l'expérience pour que ça soit vécu comme un fondamental. En fait. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Je converge beaucoup sur le développement de pratique par l'expérience plutôt que par l'incantation et le concept. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les comportements. Romain, sur ce sujet, tu as envie Moi, très d'intervenir? brièvement, je trouve que tout ça, c'est une grande leçon de stratégie, puisque pour pouvoir faire du dégradé, pour pouvoir faire de l'agile, il faut avoir une vision, il faut avoir un cap, il faut avoir des objectifs. Et c'est au fond quand on n'a plus de cap et plus d'objectifs qu'il y a des sous-enjeux qui se mettent en place dans l'organisation, avec la nécessité, je dis n'importe quoi, de mettre des fraises Tagada ou des salles de luminothérapie. Pour moi, cela n'émerge que quand on n'a pas de préoccupation stratégique. On en a besoin de luminothérapie en ce moment. Ah, ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie leçon de stratégie, puisque, à mon avis, il n'y a rien de plus compliqué que de faire du dégradé, puisque c'est de l'épure. Et l'épure, elle est possible qu'à condition qu'il y ait un socle commun, qu'il y ait une vision, qu'il y ait des objectifs qui soient précisément définis. Et finalement, ce n'est pas du tout une chose acquise pour l'ensemble des organisations, puisque ça implique une forme d'excellence stratégique et pour pouvoir décliner après dans une forme de simplicité qui est un exercice finalement très, très complexe. Je prends un autre thème qui pointe, qui fait converger pas mal de personnes sur le management à distance versus le management présentiel. N'y aurait-il pas deux modes ou deux manières de faire ou des capacités peut-être différentes, voire une spécialisation du type de management? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce sujet du management distanciel ou présentiel et des qualités que ça nécessite? Quand on a développé notre programme managérial à GRDF, et moi-même, quand j'ai les managers en face de moi, je prends plutôt le parti de dire finalement que les fondamentaux en fait sont les mêmes qu'on soit en présentiel ou à distance. Et ce qui va être fondamental, c'est ce que disait Romain tout au début de notre intervention, c'était l'explicite qui doit être exacerbé au moment du distanciel, parce qu'il n'y a pas la place à l'incertitude, il n'y a pas la place à l'oral, il y a la place à l'écrit, il y a la place à la précision, il y a la place aussi au contact en fait. Donc pour moi, effectivement, les fondamentaux sont les mêmes en fait. Mais peut-être qu'effectivement l'énergie n'est pas au même endroit le manager il a quand même un développement peut-être un peu plus important à mener sur lui-même pour nourrir la confiance qu'il peut avoir en ses collaborateurs parce qu'effectivement il risque de mal le vivre si chaque matin il est en train de se demander si la personne qu'il a à distance elle n'est pas en train de jouer au tennis ou d'emmener les enfants à l'école. Ça risque d'être compliqué pour lui, en fait, surtout. Et ça va forcément rejaillir d'une forme ou d'une autre à travers des phrases ironiques. Donc, pour moi, vraiment, les fondamentaux sont les mêmes. Maintenant, le manager, il faut qu'il appréhende, en fait, en tout cas, dans sa compréhension de l'autre. Et effectivement, on l'a vu durant la crise, d'être peut-être un peu plus spécifique parce que les besoins des collaborateurs à distance sont vraiment différents. Certains auront besoin de ne pas entendre du tout le manager pendant une semaine, et puis d'autres auront besoin d'avoir des reportings quotidiens. Donc là, effectivement, c'est la disponibilité aussi, la délégation, bien sûr. Voilà, c'est quelques fondamentaux qui vont faire que management présentiel à distance seront possibles. Voilà. Au sein de GRDF, on a un ensemble de managers à des mailles régionales très grandes qui sont bien sûr essentiellement à distance, ils se voient une fois par mois, et puis des managers de proximité à des mailles de 6 ou 7 équipes, où là, en fait, la proximité, pour nous, c'est le maillon essentiel du management, là où le contact avec les équipes est le plus présent, en fait. Merci beaucoup Thierry. Une fois n'est pas coutume, je vais me permettre de réagir à ce que vous venez de dire parce que on est vraiment au cœur du sujet. En fait,
pour reprendre une expression maintenant bien connue, on est dans un monde du et définitivement du et. On fait toujours et quelque chose. Là, j'ai 2 ordinateurs devant moi. Je parle à Athéna, je vous parle à vous. Il y a 150 personnes qui sont connectées et peut-être que tout à l'heure, je vais répondre à un SMS. Donc, on fera du management à distance et du management présentiel. Et ça, il faut l'accepter. On va être dans ces 2 modalités, voire 3 modalités. Et il ne faut pas qu'on soit dans le déni par rapport à ça. Après, je suis vraiment très en phase avec vous sur les fondamentaux, mais je pense qu'ils sont exacerbés quand ils sont à distance. C'est-à-dire qu'à distance, la préparation technique, on s'est installé ici une demi-heure avant et on a eu des pépins jusqu'à moins 10 minutes avant de démarrer. Donc, la préparation technique, c'est important. Mais alors là, il faut encore plus préparer. L'agenda, le déroulé, quand on est à distance et qu'on ne se voit pas, il faut encore plus le préparer. Donc, sa communication vis-à-vis des interlocuteurs. Puis moi, j'ai un sujet que je trouve très important et qui est difficile, parce que plus on gravit des échelons en tant que manager, et ça a parlé à beaucoup de gens, moins on a d'écoute. Plus on est manager, plus on est dans les missions, dans l'injonction, dans la directivité, parfois aussi dans le participatif, mais on va beaucoup parler, donner d'informations, demander des choses. Et on a un déficit d'écoute. Et le à distance, le distanciel, la complexité des situations que vous avez décrites tout à l'heure sur les situations personnelles va demander beaucoup plus d'écoute pour avoir des boucles de feedback via des outils, bien écouter ce que les gens disent et dans quel état émotionnel ils sont aussi. Et l'individualisation du management, elle me paraît essentielle. Et ça aussi, vous avez insisté. Mais pour moi, c'est une question de curseur. C'est des fondamentaux, mais ils sont exacerbés avec une plus forte acuité parce qu'à un moment donné, il y a plus de sensibilité puisque l'écran est quand même écran. Et j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps de certaines personnes qu'elles préféraient finalement le téléphone parce qu'il y avait une concentration, une acuité très forte au téléphone, alors qu'avec une interface visuelle, voilà, vous êtes peut-être pollué par les livres qui sont derrière moi et donc vous allez être distrait. Bon, au téléphone, on est très concentré. Donc, tout ça, c'est un peu nouveau dans la manière aussi d'animer les équipes pour ceux qui ne le faisaient pas avant. Je referme la parenthèse. Romain, sur ce sujet du management à distance versus présentiel, est-ce que tu avais envie D'abord, une remarque, je pense que bientôt on aura des études très intéressantes sur le sujet. Quand on aura du recul, il y aura sans doute des chercheurs qui vont se pencher sur la question et qui vont faire émerger des phénomènes qu'on ne soupçonne pas et qui ont un rôle déterminant. En revanche, là, intuitivement, je peux qu'abonder dans le sens de ce que vous dites toutes les deux, c'est-à-dire resserrer les mailles, peut-être modifier un peu les périmètres habituels. Peut-être que le distanciel implique qu'un manager peut brosser un peu moins d'individus qu'auparavant et plus se concentrer sur un public plus étroit, objectiver aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. À un moment donné, à distance, il faut pouvoir objectiver clairement les choses pour rentrer dans une langue beaucoup plus claire et moins ambiguë. Donc, en fait, on revient vraiment à ce qu'on avait évoqué depuis le début. Et puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est comment vont opérer les boucles de retour, c'est-à-dire est-ce que ces comportements et ces usages-là vont demeurer quand on reviendra en présentiel, ou est-ce que ça n'est qu'éphémère? Moi, je crois que c'est souhaitable. Je crois qu'il y a beaucoup de choses très positives qui se mettent en place du fait du distanciel, un petit peu par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que l'organisation classique va rapidement reprendre ses droits dès qu'on va tous se retrouver ensemble. En tout cas, moi, j'y vois beaucoup de sujets de recherche. Je crois qu'il y aura des choses très intéressantes qui vont être publiées prochainement et qui vont venir éclairer notre lanterne sur ces sujets-là. Et puis surtout, moi, en tant que manager, juste une remarque, c'est ne pas négliger le côté un peu violent, paradoxalement, et intrusif du distanciel, puisqu'on se retrouve dans des espaces intimes de l'autre côté. Et alors vraiment, cette discipline de bien respecter les horaires et tout, puisque parfois, le distanciel s'est accompagné d'un affranchissement des règles élémentaires de l'anthropologie du travail, quoi. Il y a un horaire avant, après, etc. Et ça, moi, j'ai eu des retours comme quoi, pour certains, ça a pu être assez violent, en fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une attention très... Merci. Je fais attention au timing, donc on a un petit signe temps pour communiquer entre nous. On prend une dernière question parce qu'il nous reste 2-3 minutes. Cette période ne révèle-t-elle pas des personnalités insoupçonnées parmi les managers? Donc, est-ce que ça n'a pas été un révélateur de héros
ou de personnalités plus ou moins enclins à animer via le à distance, donc les introvertis versus les extravertis. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que cette période, elle ne révèle pas un type de manager qui est plus à l'aise face à la situation que d'autres en termes de personnalité? Juste pour répondre en un mot, déjà c'était une période idéale pour ceux qui voulaient prendre le lead. Moi j'ai des amis qui ont eu des situations pendant la période où ils ont pu s'affirmer et ça c'est irrévocable. Ils ont changé d'échelle. Ils sont devenus des acteurs emblématiques dans leur organisation parce qu'ils ont vraiment fondamentalement tiré profit de cette situation-là. Après, c'est vrai qu'il y a des styles. Moi, je prends par exemple, alors c'est pas du management, mais au niveau pédagogique, on sait qu'un professeur emblématique ou charismatique qui fait des blagues en cours, le pendant, il n'est pas forcément existant quand on est à distance. Donc, il y a des aspects qui constituent des forces qui peuvent disparaître ou inversement. Donc c'est sûr que ça rebat un peu les cartes et qu'il y a des fonctions aussi qui auparavant étaient un peu négligées, marginalisées et qui sont devenues stratégiques. Je pense à la logistique. On s'est tous rendu compte qu'au fond, la logistique, oui, c'était une discipline stratégique. Donc il y a quand même eu une reconfiguration et de légers déplacements sur le podium. Merci beaucoup, Romain. Thierry? Peut-être en complément, moi je pense qu'un manager pourrait le constater au regard de la façon dont pourra se comporter ses collaborateurs après en fait cet événement. C'est-à-dire qu'en fait le feedback de la posture des collaborateurs sera significatif pour dire tiens, moi en tant que manager, est-ce que ma posture durant cette crise, elle s'est développée en fait parce que j'ai manifesté de nouvelles choses. Et ça, ce sera en complément de ce que vient de dire Romain, un bon indicateur. Ce que je crains juste, c'est que la période d'observation qu'on a eue, peut être remise en question si effectivement on revient sur des schémas un peu plus classiques après et que on se sentira peut-être un peu plus à l'étroit au moment où on a pris peut-être plus de place dans un job parce qu'on avait le champ libre, on avait les marges de décision disponibles, on avait le droit de faire un contournement de certaines règles. Voilà, donc quand ça va revenir, on va peut-être pour certains se sentir un peu à l'étroit. C'est la même chose quand on est passé du full-time à distance et quand on repassera, pour peut-être certains d'entre nous, full-time en présentiel. On se sentira peut-être un peu à l'étroit dans la façon de se réapproprier. Et ça reboucle avec une remarque de début que j'ai faite en disant comment le manager va redonner du sens à l'importance de se voir, même si c'est ponctuel. C'est un vrai challenge pour moi. Absolument. Merci beaucoup Thierry. Pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, il ne faudrait pas que certaines organisations, quand on a dit le retour aux fondamentaux, au périmètre et aux procédures, basculent dans une espèce de dictature épouvantable en croyant que le distanciel c'est comme ça et puis c'est tout et qu'elle bascule. Et puis surtout la question que tu poses, Paolo, qui au fond est une question très compliquée puisqu'on se rend compte quand même que les retours, on les a pas tant que ça et c'est presque une nouvelle anthropologie. C'est quoi un retour en distanciel? Thierry t'évoquait de façon très intéressante comment ça va se passer quand on va retourner, mais finalement, c'est très différé et très décalé. En tant que professeur, je peux témoigner que moi, je ne sais pas encore bien interpréter c'est quoi un bon cours à distance, puisque parfois les caméras sont éteintes et tout ça. Alors peut-être que certains managers estiment qu'ils ont gagné des points pendant la période, tandis que c'est tout l'inverse ou inversement. On ne sait pas encore bien décrypter et déchiffrer cette situation. C'est une phase de découverte et d'expérimentation. Donc, je fais le petit signe de temps. Je vais essayer de conclure rapidement. Donc, je voulais remercier évidemment nos deux invités pour avoir relevé le défi, parce qu'on n'a pas choisi un sujet facile dans la période. Et bravo Romain pour ce livre pour lequel j'invite nos participants à découvrir. Merci beaucoup Thierry pour votre participation à ce webinaire au pied levé, dans une période qui est pas facile. Merci à tous les participants, vous étiez plus de 250. J'espère que vous reviendrez nombreux à nos webinars qu'on compte maintenir. Et je voulais finir par une petite page de pub, un message lancé par notre patron de filière management, Damien Sourisseau, qui nous dit que le prochain webinar filière management sera dédié à la résilience. Encore un mot-clé très intéressant à décortiquer, mais on sait qu'on en a vraiment besoin. Et donc, voilà, je voulais vous souhaiter une très bonne journée. Merci de votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à tous. Salut.